bienvenue à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous ce soir. Je pense qu'il y aura matière à de belles choses, à de bonnes réflexions également. En tout cas, nous, on en est convaincus. Les gens qui interviendront, vous allez voir. Alors, les objectifs rapidement de la soirée, de façon très informelle, c'est de rassurer quant à l'avenir de l'Église Notre-Dame-des-Neiges, faire connaître les intentions d'un comité multipartite quant à la préservation et la valorisation de l'Église Notre-Dame-des-Neiges, valider l'intérêt populaire à s'associer et à soutenir un projet audacieux et novateur sur les plans culturels, touristiques, patrimonial et socio-économiques, redynamiser et consolider les équipes de la fabrique et de la corporation. Donc, ce sont sommairement les objectifs de la soirée que vous allez voir en cours de route. Il y a plusieurs éléments, plusieurs thèmes qui seront abordés également. Alors, déroulement de la rencontre, rapidement, nous aurons quelques interventions, entre autres de la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, de l'agente de développement patrimonial de la MRC des Basques, de la présidente de la fabrique, de l'agent de développement de la SADC des Basques. J'interviendrai également en complément d'information. Nous aurons également l'occasion d'entendre pour une première fois publiquement notre présidence honoraire. Nous vous dirons pourquoi nous avons une présidence honoraire un peu plus tard. Et nous conclurons par une période de questions, période de commentaires, période d'interrogation. Éventuellement, des manifestations d'intérêt, nous le souhaitons également. Alors, sans plus attendre, j'inviterai la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, Mme Edith Montembeault. Notre Église des chantiers à poursuivre, c'est qui, c'est quoi? Ben, c'est nous, je vous présente. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, plus de 3 ans, un comité a été formé à partir des principales forces vives de Trois-Pistoles et de la MRC des Basques. Il y a donc sur ce comité des représentants et représentantes du comité d'embellissement, de la SADC, du CLD, de la ville de Trois-Pistoles, de la MRC des Basques, de la fabrique et de la corporation, vous savez, Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, souvent mieux connue sous le nom de la Corpo. C'est nous. Nous sommes appuyés dans ça par des professionnels et des partenaires des secteurs du tourisme, de la culture, des communications, entre autres, et du financement, bien évidemment, afin d'analyser, développer et mettre en œuvre un projet unique et porteur de développement, comme le disait M. Dionne, Sylvain, de développement socio-économique, culturel et touristique dans la MRC des Basques et toute la région du Bas-Saint-Laurent. Ce projet est en route. Il est déjà en route et il y aura des impacts positifs. Ces impacts sont démontrés par des études de faisabilité et de marché sérieuses qui ont déjà été faites pour toute notre région. Des impacts aux répercussions régionales, provinciales, même nationales. Selon les intervenants régionaux spécialisés de mise en marché et de mise en marché touristique, qui nous le confirment. Alors, nous sommes ici ce soir pour parler d'avenir et d'espoir et vous faire part de notre vision, de nos visées. Nous sommes, tous autant que nous sommes dans ce comité-là, les passionnés qui croient fondamentalement au développement culturel, patrimonial, touristique, économique de l'Église Notre-Dame-des-Neiges. Nous sommes ici pour vous en parler, pour éveiller votre intérêt et susciter votre collaboration à venir nous accompagner dans ça, dans le développement de cette belle vision. Alors, pour vous donner plus de détails là-dessus, j'invite maintenant Mme Amélie Brière de la MRC des Basques. Alors, dans la situation des églises et des fabriques au Québec et dans les Basques, je pense que tout le monde le sait, il y a une diminution de la pratique du culte partout. Il y a une augmentation des fermetures d'églises et des abandons d'églises aussi, donc c'est partout au Québec. On a des démolitions d'églises aussi au Québec. Ici, j'ai mis 3 signes de pièces parce que ça coûte très cher de démolir des églises, surtout quand c'est en pierre. On parle de centaines de mille, 200 000, ça peut aller plus loin. Alors, c'est très onéreux. Puis, on s'entend que c'est pas la façon de développement durable, si on veut
faire du développement dans une municipalité, dans une région. Des démolitions, ça se fait encore, il y en a eu plusieurs. Juste en 2021, des conversions d'églises au Québec, il y en a eu 26. Donc, on parle juste de l'année passée au Québec, c'est 26 églises qui ont été converties en autre chose. Donc, c'est un processus qui, depuis plusieurs années, est enclenché et qui s'accélère aussi. Quand il y a des changements d'usage, donc quand je parle de conversion d'église, c'est vraiment des changements d'usage, ça peut aller dans toutes les directions. Ça peut être avec une seule fonction dans l'église, ça peut être avec le culte, ça peut être avec sans culte, ça peut être avec plusieurs fonctions aussi. Puis déjà dans les Basques, on en a des exemples d'églises qui ont commencé à subir des transformations. Fait que je voulais juste vous montrer quelques exemples parce que c'est pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs options possibles. Lorsqu'on a une église, on a un bâtiment qui est classé ou non, cité ou non, qui est protégé au niveau du patrimoine, il y a quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Fait qu'il n'y a pas juste une recette gagnante, puis il ne faut surtout pas faire du copier-coller. Lorsqu'on parle d'une église, on ne peut pas copier une recette sur une autre. Chaque église est différente, chaque fonction est différente, et chaque intérieur, je pourrais dire, d'une église est différent. On a des petites églises, on a des grosses, donc ça change aussi les possibilités. Juste au niveau dans les Basques, il y a des exemples d'églises multifonctionnelles. Multifonctionnelles, ça veut dire qu'ils ont plusieurs utilités à l'intérieur, avec culte. Donc, il y a Saint-Mathieu de Riou, qui est une église qui est citée. Citée, ça, c'est la municipalité de Saint-Mathieu, qui a dit, nous autres, notre église, on la trouve importante, donc c'est un bien patrimonial cité par la municipalité. Alors, elle est citée, elle est maintenant propriété de la municipalité, elle a été désacralisée. À l'intérieur, il y a une salle multifonctionnelle, il y a une bibliothèque. La fabrique a ses bureaux. Il y a toujours, je dis toujours, elle n'est pas réouverte, parce qu'on finisse les rénovations, donc il n'y a pas eu de lancement encore non plus. Mais il va y avoir aussi des célébrations religieuses. Donc, la fabrique, non, elle n'est plus propriétaire, mais elle va avoir ses bureaux dans l'église et elle va continuer à faire des messes, des célébrations religieuses, des services religieux. Donc, ça continue quand même et de la location. Saint-Jean-de-Dieu, c'est différent. Saint-Jean-de-Dieu, elle n'est pas citée, donc la municipalité n'a pas donné d'éléments de protection. C'est toujours la fabrique qui est propriétaire, donc elle est non désacralisée. C'est à l'intérieur d'une bibliothèque municipale, eux autres aussi, mais la bibliothèque municipale, elle est louée. En fait, c'est la municipalité qui loue l'espace dans l'église pour y mettre sa bibliothèque. Donc, c'est comme l'inverse de Saint-Mathieu, si on veut. C'est aussi une salle multifonctionnelle parce qu'au sous-sol, il y a des cuisines, il y a plusieurs salles qu'on peut louer. Il y a toujours des célébrations religieuses, évidemment, parce qu'elle n'est pas désacralisée. Et il y a des possibilités de location dans le sous-sol. Je crois qu'il y a des fêtes d'étudiants, les secondaires qui font souvent leurs fêtes-là. Il y a différentes activités qui se passent. À Trois-Pistoles. J'ai mis Trois-Pistoles parce que Trois-Pistoles, c'est déjà pratiquement une église qui est multifonctionnelle. Pourquoi? Bon, on retrouve déjà à Trois-Pistoles des spectacles dans l'église depuis des années et des années. Il y a de la location qui se fait aussi, soit la salle Vézina ou le marché de Noël qui prend place à l'arrière, au sous-sol. Le parc de l'église, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu aussi de rassemblement. Il y a des festivals, il y a la Saint-Jean-Baptiste, il y a des marchés qui se tiennent là, des spectacles. C'est aussi un attrait touristique déjà. Il y a des gens qui vont la visiter, il y a des touristes qui viennent l'été, on la photographie, il y a des visites audio, il y a des expositions. Puis, Trois-Pistoles, elle est classée. C'est quoi la différence entre cité classée? Classée, ça veut dire que c'est le gouvernement du Québec qui considère que c'est un bien patrimonial d'importance. Donc ici, c'est la municipalité. Ici, c'est le gouvernement du Québec. Donc, pour le ministère de la Culture, l'église de Trois-Pistoles, elle a une valeur nationale. Elle a une portée au niveau du Québec. Donc, c'est une église qui est importante à leurs yeux. Et, on le sait, c'est la fabrique qui est propriétaire, elle est donc non désacralisée. C'est juste pour vous montrer que, peu importe qu'est-ce qui arrive avec un bâtiment, une église, il y a plusieurs possibilités. Puis, il ne faut pas faire du copier-coller, il faut vraiment s'intéresser à c'est quoi vraiment cette église-là, c'est quoi les options qu'on peut mettre à l'intérieur, puis qu'est-ce qui est le mieux, en fonction aussi des lois qui existent, des règlements. Et dans le cas de l'église de Trois-Pistoles, en fonction de son classement.
La fabrique, on vous disait, donc, les propriétaires de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Port-Pistole. Et effectivement, nous avons des enjeux. D'une part, on m'entend bien? Oui? Bon, d'accord. Alors, d'une part, au niveau des ressources humaines et d'autre part, les enjeux financiers. Alors, au niveau des ressources humaines, nous avions jusqu'à aujourd'hui 3 mariés qui étaient manquants. Alors, sur une équipe de 6, à la fabrique, nous devons être 6 personnes. Alors, 3 mariés étaient manquants. On nous a présenté, alors les gens ont présenté leur intérêt pour venir joindre notre équipe, c'est bien, mais il nous faut aussi des bénévoles. D'accord? Chaque marié devrait être soutenu par une équipe de bénévoles engagés. Là, vous allez me dire, ben, pourquoi? C'est qu'on va vous le présenter dans la deuxième, j'allais dire, voilà, au niveau des sphères de prise en charge des mariés. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? On fait des appels d'offres et des contrats d'entretien courant. Alors, on parle, et en passant, je tourne un petit peu à l'arrière, c'est que la fabrique s'occupe et de l'église, et du presbytère, et du cimetière. Donc, on a ces 3 groupes-là. Et donc, nous devons s'occuper, par exemple, on parle de l'appel d'offres et contrat d'entretien, c'est la conciergerie, c'est le déneigement, par exemple, c'est l'entretien du cimetière. Ce sont des exemples. Surveillance des travaux d'entretien. La mutuelle des fabriques va nous demander, va exiger certains points, par exemple, au niveau des paratonnerres, au niveau des rampes, etc. Alors, on doit vraiment vérifier, et si on n'est pas conforme, on doit s'assurer de la conformité. Restauration d'église du presbytère, je pense que ça va de soi. Les campagnes de financement. Nous avons un personnel administratif qui doit être payé, hein, mais nous avons également tous les contrats qui doivent pas débourser pour leur service. Et finalement, au niveau des communications, autant du site web que des articles Facebook, etc. Alors, au niveau du financement, on parle aussi, un point tout à l'heure, Amélie le mentionnait, avec la baisse de la fréquentation de l'Église, nous avons aussi une baisse au niveau des revenus de capitation et nous avons une hausse, alors baisse des revenus et hausse de la part des coûts. Alors, simplement, si vous pensez au coût de chauffage, par exemple. Alors, avec ça, il faut falloir se démener et avoir des campagnes de financement intéressantes. Un point aussi très, très important pour nous, c'est au niveau de la restauration. Ici, si on regarde ce portrait, c'est comme une photo. Hein? Je vous présente une photo que j'aurais pris des finances pour la restauration au mois de mai, avant le chantier. D'accord? Alors, si on regarde ici, le coût total du projet de restauration extérieure, à partir du carnet de santé 2019, avec un taux d'indexation de 5 là, vous allez me dire tout de suite, c'est pas 5 maintenant. C'est pour ça que je vous dis, je fais une photo, d'accord? Alors, c'est un cliché. Simplement pour vous dire, donc, avec un calcul d'un taux d'indexation, etc., on serait rendu à 2023 à 5 736 000 $ en frais de restauration. Maintenant, c'est beaucoup, mais ce qui nous a porté il y a 3 ans à s'engager dans le projet qu'on va vous présenter dans quelques minutes, c'est que au moins 90 % de ces travaux de restauration-là sont urgents, à court terme. D'accord? Alors, et justement, l'argent ne pousse pas dans les arbres, là. Alors, il faut que nous ayons de l'aide pour ça. Alors, on obtient toujours 80 % parce que nous sommes classés, hein, 80 % du MCC, du ministère de la Culture et des Communications, mais il reste 20 % que la communauté doit investir, d'accord, pour nous aider dans la restauration. Ayant dit cela, notre équipe, lorsqu'on parle de fabrique, on parle, oui, on parle bien entendu Église, mais j'aimerais rappeler aux gens que ce n'est pas nécessaire. Monsieur le curé est là. Ce n'est pas nécessaire d'aller à la messe à tous les dimanches pour venir nous aider. D'accord? C'est ça l'important ici. L'important, c'est de dire, on cherche des gens qui ont de l'initiative, on cherche des gens qui ont un bon sens de l'administration, qui veulent nous donner un coup de main. Et vous êtes bienvenus. On a besoin de vous. Et puis, on est fiers de notre Église. Puis, j'appelle tout le monde à venir nous aider. On s'est causé la tête à savoir, avec la Corpo, la fabrique, les gens de la MRC, la ville,
qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter comme élément pour faire de ce monument-là un produit d'appel touristique. Donc, beaucoup d'emphase au niveau du parc d'église. On parlait d'animation tantôt. Évidemment, les gens, depuis quelques années, se sont réappropriés leur parc d'église. Beaucoup de spectacles pendant l'été, l'hiver aussi, des événements. Donc, les gens sont au rendez-vous, c'est très apprécié. L'origine du projet, c'est tout simple. On avait en 2016 parti ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fête des Lumières, dans le temps des fêtes au Bristol. D'ailleurs, c'est le 3 décembre, vous êtes invités. Marché de Noël, etc. Mais à ce moment-là, on s'avait dit, on va se permettre d'éclairer l'église pendant quelques heures. On a fait des premières éclairages avec Sébastien Penneau, entre autres, à cette époque-là. Et ensuite, on a aidé un peu plus loin. On s'est dit, tant qu'à y être, est-ce qu'on pourrait pas se permettre d'éclairer notre monument comme les villes éclairent leur monument principal, comme à Québec, c'est le Château Frontenac principalement, qui est l'incontournable. À Paris, chaque ville a son monument symbole, sa statue ou quelque chose qu'ils vont mettre en lumière et qui va faire un peu l'identité culturelle et touristique de la place. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé le projet au départ, qui n'était pas un gros projet. Là. On était plutôt modeste au début. Et il y a plusieurs, quand même, églises de plus en plus, surtout celles qui sont encore vivantes, encore actives. Il y a quand même plusieurs projets actuellement de mise en lumière de ces églises-là, dont l'église à Lac-Mégantic que vous voyez là-dessus, qui ont fait une super belle job là, pour mettre en lumière l'église. Et nous autres, le soir, notre église, notre Bristol, comme vous avez remarqué, là, elle tombe dans le noir et elle disparaît. C'est un monument qui n'est pas mis en lumière, qui n'est pas éclairé. C'est là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé avec deux firmes différentes. Avec la ville, là, on s'est financé un petit consultant et une équipe qui est Lumens Pulse, là, qui est quand même une équipe assez chevronnée au niveau des éclairages architecturaux. Et on a commencé à travailler des premiers concepts d'éclairage et aussi des estimés budgétaires. Et notre objectif, ce serait éventuellement, dans les prochaines années, d'éclairer l'extérieur de l'église d'une façon permanente, d'une façon architecturale, et même d'éclairer les clochers et vraiment de faire quelque chose de beau. Ça donne une idée de base, mais on pourrait aller vraiment plus loin que ça au niveau de la qualité artistique de cet éclairage-là, la qualité originale, si on peut dire. Mais on estime à ce projet-là à autour de 350 000 $ pour un éclairage permanent. Heureusement, on est rendu avec l'éclairage Odell. Donc, la facture d'électricité est moins dure à prendre. Mais on est avec une technologie aujourd'hui, en 2022, super intéressante pour faire ce genre de choses. Et ça reste dans les cartons, ça reste dans le projet qu'on vous présente ce soir. C'est un des volets qui va demeurer. Par contre, avant d'éclairer le monument, il faut s'assurer que tout le monument est bien réparé, que tous les éléments de restauration ont été faits. Il reste encore plusieurs étapes. Comme vous avez vu, il y a la façade qui s'est faite cette année. Ça faisait partie du 6 millions dont Christine parlait tantôt. Ça a coûté pas loin de 600 000, je pense, la façade cette année. Mais là, il reste quand même plusieurs éléments. Restaurer des portes, des vitrines, des fenêtres éventuellement. La toiture aussi, je pense. La toiture, elle a été refaite, mais je pense qu'il y avait une question d'une nouvelle peinture. Voilà. Si je ne me trompe pas, Christine. Oui. Les gens n'aiment pas qu'elle ait un aspect rouillé. Donc, ça aussi, c'est des gros sous. C'est une bonne voiture, mais elle n'apparaît pas, elle pourrait avoir l'air plus intéressante. Il y a d'autres éléments aussi qui concernent le clocher, pas le clocher, mais le dôme central aussi, éventuellement, qu'il faut qu'il soit fait. Donc, avant d'aller installer des modules d'éclairage, c'est sûr qu'il faudrait procéder à ces travaux-là dans les prochaines années pour l'éclairer. Ça n'empêche pas que la façade est terminée. On peut dire qu'elle est terminée. Donc, on pourrait aussi y aller par phase dans les prochaines années, c'est-à-dire commencer par éclairer ce qu'on peut éclairer. Éventuellement, quand on sera dans le clocher puis dans le dôme, là, on se rendra jusqu'à ce niveau-là. C'est un projet qui pourrait aussi se faire par étapes dans les prochaines années. Pour que ce projet-là puisse se réaliser, il faut que les travaux de restauration soient réalisés. Évidemment, si on veut installer des équipements à caractère permanent,
si on veut assurer la pérennité de spectacle, si on veut assurer la pérennité de revenus supplémentaires pour l'ensemble du milieu, il faut que ça se fasse de façon séquentielle. La préservation, la restauration vont nous permettre de produire et de mettre en marché le spectacle. Tout ça est très étroitement lié. Et on travaille présentement à une campagne majeure de financement. Campagne majeure de financement qui va prendre plusieurs formes. Et quelques étapes ont déjà été réalisées. Parce que souvent, on se dit, bon, ben, c'est ça, une campagne majeure de financement s'en vient, mais qu'est-ce qui est fait? Ce qui est déjà fait, c'est qu'on a une étude de marché de faisabilité, ça a été dit. On a un préconcept, vous l'avez vu. Préconcept d'illumination extérieure, intérieure aussi. Mise en place d'un comité de communication et de financement. On a un comité de coordination qui travaille sur le projet, on le disait, depuis 3 ans. On a déjà un plan de campagne à la fois de communication et de recherche de financement qui est prêt à être mis en marche tout bientôt. Dans les actions de communication qui ont été réalisées, également un nouveau site web qui est en place, qui devrait être complété bientôt par une 3e section. Vous voyez, corporation touristique, fabrique et ce qui sera le projet à mettre en valeur, à mettre en évidence. Une image de marque qui a été créée et on a recruté notre coprésidence honoraire en prévision de la campagne majeure de financement. Campagne majeure de financement qui va porter sur 2 aspects importants. Vous avez vu tout à l'heure qu'on doit aller chercher des sous pour permettre la restauration. Il y a 80% du financement qu'on peut aller chercher sous forme de subvention. Ça signifie, et on le disait tout à l'heure, que 20% de la contribution du montant réservé pour la restauration doit venir du milieu. Si on parle de travaux représentant environ 6 millions de dollars, ça veut dire que ça nous laisse 1,5 million à aller chercher dans le milieu. Quand on dit milieu, là, ça ne veut pas dire, en passant, 3 pistoles, hein? Le milieu, c'est plus large. C'est la MRC des Basques, c'est le Bas-Saint-Laurent, et c'est même un peu plus loin, fonction du projet qu'on veut mettre en place, qui reçoit déjà l'appui d'instances et l'évaluation positive d'instances touristiques qui nous disent ça ne sera pas juste du local, là. Ça va être du national. Et ça peut attirer même une clientèle internationale qui cherche ce type de voyage-là, de découverte, d'édifices religieux, d'édifices patrimoniaux religieux ou religieux patrimoniaux. D'ailleurs, notre coprésidence, ça semble d'ailleurs être une de ses passions. Lorsqu'ils partent en voyage, je sens qu'il y a un intérêt. En tout cas, c'est ce qu'on a identifié. On saura nous le dire tout à l'heure. Mais déjà en partant, c'est un bon point pour nous. OK, maintenant que c'est restauré, on a trouvé 1,5 million. Parfait. On a avancé. Il faut s'assurer de concevoir, de produire et de présenter le spectacle. Ça veut dire direction technique, ça veut dire création de concept, ça veut dire répétition, ça veut dire test, ça veut dire installation de technologie, ça veut dire l'illumination extérieure de l'église et toute la partie promotion du produit d'appel qu'on veut lancer. Ça va demander autour de 2 millions et un peu plus. Ça fait aussi partie de nos objectifs de la campagne majeure. On a 3,5 millions de dollars à aller chercher. À la fois dans le milieu et à la fois dans le biais du programme de subvention, programme de soutien, ça peut être sous différentes formes. Donc, 3,5 millions de dollars, et c'est faisable. Pour les gens qui disent que ça va être compliqué. Souvenez-vous de la campagne majeure du parc du Mont-Saint-Mathieu. Ça a fonctionné. Il y en a eu d'autres qui sont réalisées dans la région à hauteur de 3 millions, 4 millions, 5 millions des campagnes majeures. Donc, ce n'est pas quelque chose d'infaisable, au contraire. Et actuellement, le plan mis en place
nous assure pratiquement déjà de l'atteinte. Ben, je pourrais vous dire qu'on a déjà 10% de l'objectif d'amassé dans le privé. Et en termes de financement, et évalué, si on veut, là, au niveau gouvernemental, au niveau des subventions, on doit être pas loin. En tout cas, on chiffre tranquillement et on est à 50% à peu près du financement qu'on est à peu près assuré d'aller chercher. Et ça veut dire que l'homme est déjà rendu à presque... On va être rendu presque à 60%. Donc, c'est tout à fait réalisable. Ce qui m'amènerait à la suite des choses que je vais laisser, je pense bien. Non. Non? Vous voulez pas? C'est bien parti. Non, non. On va le On va faire. reparler après. Dans le fond, c'est que quand on démarre un projet comme ça, on a un comité de coordination qui existe, qui est en fonction. On est je vous dirais une dizaine de personnes, là, je fais un chiffron, une dizaine de personnes autour de la table. Chacune et chacun a ses compétences, a son champ d'expertise. La manière dont on va préparer et mettre en place la structure de la campagne de financement, c'est qu'on va avoir un comité, un cabinet de campagne, constitué de personnes qui vont pouvoir être désignées président ou présidente d'une division de dons, qui se constituera son équipe de sollicitation et qui mènera le projet. Donc, ça représente en quelque sorte des façons de s'impliquer dans le projet. Quelqu'un pourrait décider de s'engager dans une équipe de sollicitation. Dire, moi, ça ne me tente pas de diriger l'équipe, mais j'ai des contacts, je suis capable d'aller chercher de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui dit, écoutez, moi, ça ne me tente pas de solliciter, j'aime pas ça. Mais j'ai des contacts, j'ai un réseau de contacts, je peux vous ouvrir des portes. Je vais vous dire qui allez voir, quand allez les voir, comment les contacter. Ça aussi, c'est important. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui aime le projet, qui veut être ambassadeur, ambassadrice, diffuser la bonne nouvelle dans ses réseaux, dans son milieu. Évidemment, on peut être donateur, donatrice, mais avant toute chose. Parce que ce projet-là, une fois en route, il va falloir le gérer. Il va falloir s'assurer qu'il soit pérenne. Une fois les campagnes de financement terminées, le comité aura fait son travail, tout ça, c'est parti. Il faut continuer à gérer le projet. Il faut continuer à le faire vivre. Ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir, au sein des deux organismes à but non lucratif que sont la Fabrique, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, pour s'assurer d'avoir une équipe. Une équipe, on parlait de Marguillier tout à l'heure, permettez-moi, moi j'appelle ça des administrateurs, des administratrices, parce que dans le fond, c'est ça. Quand on parle de conseil de fabrique, c'est un conseil d'administration. Ça y prend donc des gens avec diverses compétences pour faire le travail, voir à ce que le travail se fasse. Même chose au niveau de la corporation. La corporation actuellement fonctionne. Et en même temps, il y a une relève à préparer. Et c'est le même principe. On cherche qui? Des gens qui vont pouvoir jouer un rôle d'administratrice, d'administrateur pour que le projet fonctionne, continue de fonctionner et se bonifie au fil des ans. On est toujours dans la suite des choses, semble-t-il. Embauche d'une ressource humaine contractuelle pour un poste de 2 ans, décembre 2022, décembre 2024. Cette personne-là va avoir à mettre en place la coordination de la stratégie de communication et de financement de la campagne majeure. Je l'ai dit, la stratégie de communication est déjà prête, est déjà écrite, est déjà prête à être lancée. La stratégie de financement aussi. Maintenant, on a embauché une ressource. C'est fait depuis quelques jours. On a une ressource qui va coordonner l'ensemble de ces mandats. Je vais rester associé à la démarche pendant un certain temps, de concert avec cette personne-là, puisque j'assume avec le comité jusqu'à maintenant toute la portion consultation en communication et recherche de financement. Constitution officielle du cabinet de campagne, ça c'est pour bientôt. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Sollicitation silencieuse, ça aussi. Une fois le cabinet de campagne constitué, on se lance en sollicitation silencieuse. Ce qui veut dire qu'on ne lancera pas la campagne
À grand déploiement, en partant. On lance une campagne quand elle fonctionne bien. On a réussi à atteindre à 40-50% de l'objectif. Il y a une raison stratégique à ça. Quand on dit aux gens, écoutez, on lance notre campagne de financement, on a 50% de l'objectif d'amasser. Ça encourage les gens à contribuer. Et dans ce domaine-là, si on parle de commandite, par exemple, ou de dons corporatifs, il y a des organisations, des entreprises qui vont dire, écoute, mon concurrent a donné. Je peux donner aussi. Puis je détesterais pas avoir moi aussi ma visibilité. Mise en place du comité de production artistique et technique, il va falloir penser à produire le spectacle. Ça, c'est une étape qui s'en vient aussi. Pour peut-être un peu plus loin que le démarrage de la campagne de financement et tout ça, mais ça va être pas mal pour bientôt. Ça ne s'étendra pas sur 2-3 ans. On vous a dit que l'objectif est de mettre le spectacle en marche 2025, à l'été 2025.